Aujourd'hui, je reçois Yann, qui est Field Chief Data Officer chez Tableau et qui a été, entre autres, Head of Business Intelligence chez Pernod Ricard et Enterprise Data Architect chez Sodexo. Il va nous faire une masterclass sur la mise en place d'une stratégie Self-Service Analytics. Par ailleurs, je suis ravi de recevoir quelqu'un de chez Tableau, car c'est l'outil de BI le plus cité sur DataGen depuis quelques années. On en a parlé entre autres avec Doctolib et Ledger côté licorne, mais aussi avec Decathlon pour ce qui est des grosses boîtes. Hello Yann, ça va? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de te recevoir pour cette masterclass. Cet épisode est rendu possible par Tableau. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu t'es retrouvé Field Chief Data Officer chez Tableau pour commencer, s'il te plaît? Déjà, je vais clarifier ce que c'est que le rôle de Field Chief Data Officer, qui est un terme un peu particulier. C'est un rôle qu'on a créé chez Tableau il y a 1 an pour aider nos clients à tirer le plus de valeur de Tableau dans leur stratégie data, en les aidant à construire les use cases, définir la valeur que ça va apporter, et en faisant le lien avec les prérequis de data management, le lien avec leur data platform, et puis tout le reste de leurs applications et process qui vont tirer parti de la data. Et donc, comment je suis arrivé là? En fait, j'ai fait ce job-là chez des clients tout le reste de ma carrière. J'ai commencé par du conseil en reporting financier, où j'ai appris à faire des KPI liés à une stratégie d'entreprise pour permettre d'en faire le suivi. Après ça, je suis rentré chez Pernod Ricard, la meilleure boîte du monde. J'étais chef de projet, je suis monté petit à petit jusqu'à responsable BI. Et un jour, c'était 2014, on me dit on veut faire de la data, il faut qu'on aille sur la data, aide-nous à prioriser les use cases avec le métier, définir les fondations, définir l'organisation d'équipe, les premiers recrutements qu'on doit faire. Et c'est là que c'est parti sur ce passage BI à data. Et 2 années géniales à monter une super équipe. Équipe tellement géniale que du coup, j'avais plus qu'un truc à faire, c'était leur laisser les clés du camion, et ils ont continué. Et moi, je suis parti, je suis allé voir d'autres choses. Je suis allé dans un métier plus terrain chez Bridgestone, dans une filiale de distribution, dans une équipe commerciale, donc côté business. On m'a donné un serveur Tableau et avec ça, on a construit des solutions data très concrètes pour les commerciaux qui allaient sur le terrain voir des clients, et puis pour ces clients, pour les aider à faire croître leur business. Donc super hands-on et super intéressant pour avoir une autre perspective sur ces sujets data entre le groupe et le terrain. Et après ça, j'ai été rappelé par un ancien collègue de Pernod Ricard qui était passé chez Sodexo. Il montait l'équipe d'architecture d'entreprise. Et moi, mon rôle dans cette équipe, ça a été de travailler vraiment avec un pied dans l'équipe de la DSI, un pied dans l'équipe CDO, Chief Data Officer, pour les aligner et faire en sorte que les use cases qu'on construisait côté data puissent atterrir à l'échelle, alignés avec les roadmaps IT. Pourquoi tu as décidé ensuite de rejoindre Tableau? Et peut-être tu peux aussi nous expliquer en 2 mots ce que fait Tableau pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai décidé de rejoindre Tableau parce que j'ai adoré bosser avec Tableau quand je l'ai eu dans les mains. Tableau, et on va peut-être en y revenir, fait partie de Salesforce, et j'ai toujours eu une admiration pour Salesforce, qui est, pour moi, c'est l'éditeur le plus tourné vers les clients. Je l'ai toujours ressenti quand je travaillais avec les éditeurs, quand j'étais côté client. Donc ça, c'est quelque chose qui m'attirait. Et puis, la proposition du job, c'était d'aller au contact des équipes data et pouvoir partager mon expérience, pouvoir les aider à déployer plus. Et l'autre truc, c'est que Tableau, on le voit comme un outil de BI. Et en postulant, j'ai redécouvert le Tableau que j'avais lâché quelques années avant, en voyant qu'il y a énormément de capacités aussi sur la partie data management et que c'est beaucoup plus puissant que la petite partie que j'avais utilisée. Et je voulais pouvoir en fait aider les clients, les entreprises à pouvoir en tirer le maximum. Je te propose maintenant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu nous fasses, pour rappel, une masterclass sur la mise en place d'une stratégie Self-Service Analytics. Est-ce que tu peux définir ce que c'est déjà le Self-Service Analytics pour commencer? Il y a un côté un peu personnel dedans, hein, c'est subjectif. Le self-service analytics, c'est permettre à n'importe qui dans une entreprise de pouvoir accéder et tirer profit de la donnée de la manière la plus naturelle possible, sans avoir à monter énormément de skills en data, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et tu vois, ça rejoint la question que tu me posais sur pourquoi rejoindre Tableau. En fait, ça, je t'ai quasiment décrit l'ADN de Tableau, la mission depuis la création en 2003. On aide tout le monde à voir et comprendre ces données pour agir avec. Donc c'est là où j'ai un alignement en termes de credo qui est parfait. Dans quel contexte est-ce que c'est important, utile, selon toi, de mettre en place une stratégie Self-Service Analytics? En fait, pour moi, c'est la réponse qui vient dès qu'on touche la limite du modèle un peu qu'on appelle Report Factory. Donc quand tu as une équipe data ou une équipe IT qui est le point central
qui délivre toutes les analyses ou par qui on doit passer dès qu'on a une question ad hoc. Et en fait, aujourd'hui, toutes les équipes métiers sont sous pression pour délivrer plus de résultats, répondre plus vite, pour être plus efficace, mais aussi parce que les clients demandent plus de réactivité, plus de rapidité, des réponses plus précises. Donc on attend des équipes métiers qui utilisent la donnée pour être plus efficaces, de plus en plus. De l'autre côté, on a les équipes data qui, elles, font face à de plus en plus de demandes qui viennent du métier, ont de plus en plus de données à gérer, mais on ne leur donne pas des moyens exponentiels. Et c'est plutôt sain, il vaut mieux garder une équipe data relativement lean pour pouvoir mettre les moyens sur les clients, sur le reste du business. Donc là, la seule clé pour le faire, c'est de pouvoir démultiplier les effets de l'équipe data en donnant de l'autonomie aux utilisateurs métiers. Justement, je veux qu'on rentre un peu dans l'aspect opérationnalisation finalement d'une stratégie self-service analytics globalement. Quelles sont les grandes phases lorsqu'on met en place une stratégie self-service analytics? Et peut-être lorsqu'on parle de use case et d'outils, ce serait intéressant que tu nous parles des fonctionnalités Tableau, parce que je sais que vous avez développé beaucoup de choses en lien avec le self-service. Comme tu dis, c'est à l'ADN même de votre mission de base. Donc intéressant peut-être que tu viennes aussi nous illustrer des petites briques à droite à gauche. Le premier pilier, ça va tourner autour des expériences analytiques qu'on veut donner à nos utilisateurs. Deuxième, ensuite, on va descendre sur de quoi on a besoin en termes de data management pour amener les bonnes données avec la bonne qualité bien documentée. Et troisième, un énorme sujet qui est comment est-ce qu'on accompagne l'adoption, comment est-ce qu'on crée la communauté qui va être clé pour vraiment en fait, faire en sorte que la communauté s'auto-alimente et encore une fois réduire la charge sur les équipes data. Donc, expérience analytique, ça vient pour moi en premier. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un piège dans lequel on peut très vite tomber, qui est de se dire: «J'ai des données, je dois les mettre en self-service, donc je pars de mes données et je cherche le meilleur moyen de les mettre en self-service». Mais si on ne répond pas à un besoin, en fait, on va viser à côté, on n'aura pas l'adoption et on va continuer la même frustration. Donc l'idée, c'est vraiment de se tourner sur les besoins de nos utilisateurs, de quelles expériences ils ont besoin pour exploiter les données au quotidien. Et même pas forcément en se mettant la limite de self-service. Le self-service, il va venir naturellement. La première expérience qu'on veut adresser, c'est finalement toi le matin, quand tu te lèves, quand tu démarres ta journée de boulot, tu veux avoir tes notifications intelligentes. C'est quoi la température de mon business? Toi, par exemple, c'est quoi le nombre de tes vues de la veille? C'est quoi tes followers? Et puis, s'il y a un changement de tendance, tiens, sur Instagram, c'est en train de ralentir. En fait, tu voudrais l'avoir directement sans avoir à aller dans un dashboard, faire 3 clics, faire 3 navigations. Donc ça, on l'amène avec une fonctionnalité qui s'appelle Tableau Pulse, qui est une expérience de Tableau, ça fait partie de Tableau, et donc qui amène à chaque employé les métriques qu'il concerne sur son périmètre et surtout qui lui amène les signaux faibles, les informations sur les changements de tendance, les alertes intelligentes. Et donc chaque jour, ça va être différent parce que chaque jour, il y a un sujet différent à traiter. Donc ça, c'est un premier niveau. Ça, c'est un premier niveau. Et en fait, là, c'est très simple finalement. C'est quelles sont tes métriques d'entreprise, quelles sont tes métriques que n'importe qui doit suivre. Tu n'as même pas besoin de construire un dashboard. Tu dois juste envoyer ce signal à un employé et lui, il connaît son job. Si les ventes baissent sur son secteur, en fait, que ça vient d'un certain client ou un certain type de produit, il a déjà une idée de ce qu'il va faire et ça lui évite de devoir aller ouvrir un dashboard et d'y passer 10 minutes. Ensuite, deuxième étape, en fait, des fois, tu as bien besoin d'ouvrir ton dashboard. Tu vas aller visiter un client, tu vas faire une analyse sur ta supply chain. Et là, ton entreprise, elle attend de toi, elle a défini, encore une fois, ses métriques, ses KPI, des objectifs dessus. Elle attend certains process, certaines actions, certaines décisions. Et c'est là que tu vas packager ton app analytique par rapport à tes objectifs. Et en fait, pourquoi je le mets quand même dans le self-service? C'est parce qu'il faut que ce soit le plus naturel possible dans la manière où tu le construis. Les meilleurs dashboards que j'ai vus de clients qui nous les ont montrés chez Tableau, tu n'as même pas l'impression que c'est un dashboard. Ils ne le présentent pas comme un dashboard. C'est une app, ça s'ouvre sur un ordi, sur un iPad et juste tu ouvres pas un dashboard. Tu es dans ton app, de la RH, tu vois tes absences, tu vois ta progression sur tes formations. C'est des choses que j'ai vues qui sont, ouvertes à tous les employés chez British Airways, par exemple, qui sont magiques parce que en termes d'adoption, tu l'as tout de suite et en même temps, tu drives des comportements qui sont, vertueux pour la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Deuxième niveau et avoir cet esprit vraiment self-service. Pourquoi? Pour se dire dans la conception de mon dashboard, je veux réduire au maximum la nécessité de former les gens pour l'utiliser. Il faut que ce soit naturel. Et même avec ça,
tu vas pas réussir à adresser toutes les questions. Tu peux pas prévoir toutes les questions. Et c'est là que tu arrives à la limite de l'utilisateur qui a commencé à utiliser un dashboard, mais qui a besoin d'aller plus loin. Et là, on a les 2 questions classiques, soit la requête ad hoc, quand on a de la chance, ou le: «Tu peux me l'exporter dans Excel et je vais faire un truc, je vais bidouiller». Le bon moyen, c'est quand même de passer par le data analyst, d'aller, poser une question, d'avoir l'analyse ad hoc, de la creuser avec. Mais on l'a vu, on n'a pas cette disponibilité et on ne pourra pas avoir un data analyst pour tout le monde. Donc c'est là qu'on positionne un Tableau Agent qui est en fait un assistant qui est intégré dans l'interface de Tableau et qui permet à un utilisateur d'aller poser une question pour creuser plus loin sur la data source qui est derrière le dashboard. Et donc là, itérer. Tiens, je voudrais croiser le nombre de visites des commerciaux avec les ventes sur, tiens, filtre-le sur les 3 derniers mois. Est-ce que tu peux me créer ce ratio? Et en fait, comme ça, en itérant, Tableau Agent va le faire dans le dashboard sans que l'utilisateur ait besoin de se former même sur Tableau. L'analyse va se faire directement et ça lui permet d'itérer à son rythme quand lui en a besoin sans avoir besoin de mobiliser un data analyst. C'est un peu le data analyst accessible à n'importe qui. Et donc finalement, le dernier niveau, ça reste, bon, celui-là le même, c'est si là, l'agent a des limites, tu vas finir par potentiellement travailler avec un data analyst. Mais entre-temps, on voit bien, et c'est tout l'objectif aussi du self-service, qu'on a bien désengorgé toutes les demandes parce qu'on a rendu les équipes business autonomes sur idéalement une majorité de demandes. Et donc c'est top pour qu'ils puissent avancer à leur rythme finalement, qu'ils aient moins de dépendance. Et c'est top aussi pour les équipes data finalement qui se retrouvent à gérer que les cas qui sont vraiment intéressants ou des analyses qui sont peut-être trop poussées par rapport à ce qu'il est capable de faire actuellement l'agent, etc. Tu as cette expérience où un utilisateur va vouloir pousser plus loin en partant d'un dashboard, mais tu as aussi l'accès soit pour ce même utilisateur qui voudrait aller vraiment plus loin ou pour un data analyst, en fait, d'ouvrir les data sources qui sont partagées sur Tableau et à partir de là, partir en feuille blanche et de commencer son exploration, commencer ses analyses, même sur un nouveau dataset qui viendrait d'arriver, de le faire avec l'aide de Tableau Agent et là encore pour réduire la barrière à l'entrée en termes de skills. Le minimum de skills qu'il faut avoir quand même, c'est de la culture data, comprendre un minimum les données. L'agent, il va permettre de faire les croisements, il va proposer les meilleures visualisations en fonction de la question qui arrive. Maintenant, il faut toujours avoir un minimum de sens critique, mais ça, c'est ce qu'on attend de tout le monde en fait. Et donc ça, c'était la première phase qui était très liée à l'expérience pour les utilisateurs. Et donc ça, il faut l'avoir bien défini, bien posé dans le cadre de la mise en place d'une stratégie Self-Service Analytics. C'est la première brique, comme tu le disais. La deuxième brique dont tu as parlé, c'était toute la partie data management. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et donc là encore, data management en partant de ces usages qu'on a identifiés. On peut le faire domaine par domaine parce qu'on va le prioriser pour être pragmatique. Mais à partir de là, on va pouvoir identifier quelles sont les métriques et les dimensions, les modèles de données dont je vais avoir besoin, quels sont les datasets que je vais devoir publier, partager, soit pour de l'exploration, soit pour alimenter ces dashboards. Donc avec ça, finalement, on a ce catalogue de produits data qui vont répondre à ces différents besoins. Et évidemment, les droits d'accès qui vont avec pour bien le sécuriser, parce que c'est aussi tout le sujet ou toute la crispation qu'il peut y avoir souvent autour de self-service. C'est le risque du Far West où tout le monde a accès à tout. Tout le monde est capable de construire n'importe quelle analyse et il n'y a plus de contrôle ou de cohérence. Donc ça aussi, c'est un risque qu'on va venir adresser en mettant du data management. Si on revient sur le self-service, un des écueils qu'on voit dans l'adoption de certains sujets de data management, les définitions du data catalogue, les indicateurs de data quality, c'est qu'ils sont positionnés dans d'autres outils ailleurs. Et en fait, ton utilisateur lambda, lui, il est dans son dashboard, il voit ses chiffres et il voudrait avoir l'information ici. Donc c'est ce qu'on vient amener pour améliorer, pour tirer plus de valeur de l'investissement qui a été fait dans les data catalogues, par exemple. En fait, on se connecte au data catalogue pour récupérer les définitions. Et comme ça, quand tu es dans ton dashboard et que tu as ton indicateur chiffre d'affaires net, visite par mois, taux de conversion, en fait, les définitions de ton data catalogue, on vient les amener directement lisibles dans un petit panneau à côté, qui fait que c'est accessible à l'utilisateur là où il va consommer les insights. Et de la même manière, si tu as un problème de data quality sur ton pipeline, tes données n'ont pas été rafraîchies, en fait, on permet de mettre cette alerte sur tous les dashboards qui utilisent cette source directement là où c'est consommé. Et encore une fois, ça évite d'engorger ton équipe data avec des questions sur est-ce que la donnée est propre, est-ce qu'elle a été rafraîchie, etc. Il y a un dernier élément
qui sort cette année. Tableau va sortir sa couche sémantique, justement pour en fait mettre toute cette cohérence sur la gestion des données. Pas simplement pour la partie BI, la couche sémantique qu'on construit, on la construit aussi avec l'écosystème Salesforce. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que cette couche sémantique, elle doit adresser les besoins de BI, les interactions avec les applications et les API, alimenter les modèles d'IA pour vraiment avoir cette cohérence à travers l'ensemble du paysage. Ça touche au sujet self-service parce que on est tourné vers les utilisateurs métiers et notre positionnement qui va se ressentir dans cette couche sémantique, c'est que effectivement, ça va être gouverné par les équipes data qui vont construire les modèles officiels. Mais ce qu'on veut, c'est éviter de tomber dans une couche sémantique rigide, donc donner la flexibilité aux utilisateurs métiers, là encore avec de l'aide d'un agent, pour pouvoir combiner des data sources, qu'on leur propose les jointures, qu'ils puissent ajouter des données à eux et proposer des évolutions du modèle aux équipes data qui gèrent les modèles officiels. Et donc comme ça, combiner le meilleur des mondes entre une couche sémantique très bien gouvernée qui assure une cohérence à travers l'entreprise, et en même temps, pouvoir vraiment lui donner toutes ses capacités pour libérer les accès en self-service et de l'agilité pour répondre à des nouvelles questions. Du coup, je te propose qu'on passe sur le pilier 3. Ouais. Tu m'as dit favoriser l'adoption et la création d'une communauté. Curieux que tu nous en dises un petit peu plus et enfin, peut-être que tu nous illustres, je sais pas, une ou deux initiatives que tu as pu voir dans des entreprises qui marchent particulièrement bien pour justement assurer l'adoption du Self-Service Analytics. Ce que je vois qui est très développé dans la communauté Tableau, c'est l'organisation de Data Day ou Tableau Day, où en fait les équipes elles-mêmes viennent montrer ce qu'elles ont été capables de faire. Ça favorise beaucoup d'échanges entre les équipes qui peuvent s'entraider. L'équipe data, elle a plein de compétences, elle est très calée sur Tableau, mais en fait, des fois, quand deux utilisateurs vont s'aider entre eux, vont se partager un template qui a déjà marché, ça va aller beaucoup plus vite et ça va être encore plus pertinent d'un point de vue métier. Et cette notion de communauté, je l'ai entendue dans un tableau day d'un client où ils avaient invité d'autres utilisateurs qui utilisaient d'autres solutions dans leur entreprise. En fait, il y a une personne qui disait: «Moi, j'utilise un autre outil, mais je veux faire partie de cette équipe-là». Parce que il y a cette entraide, cet échange, il y a de la démonstration, il y a de l'animation et en fait, ce sens d'appartenance, il est extrêmement fort. Et ça fait aussi que les gens prennent du fun à utiliser les solutions, à utiliser la data. Et ça fait vraiment un cercle super vertueux. Quelles sont les plus grosses difficultés lorsqu'on met en place une approche Self-Service Analytics, tu dirais? Je vais revenir encore sur les compétences et l'adoption. C'est-à-dire que quand on est, nous, à fond sur nos sujets data, on a l'impression que c'est simple, qu'on peut donner accès et que les gens vont s'en sortir. Mais en fait, plus on va vouloir étendre, plus on va toucher des opérationnels qui sont côté RH, côté finance, côté marketing et qui, eux, n'ont pas signé pour faire une carrière dans la data et développer des skills en SQL. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre dans leurs chaussures et se dire comment est-ce qu'eux, on peut leur permettre d'utiliser ce qu'on leur donne sans qu'ils aient l'impression de faire de la data. Et une fois qu'on débloque ça, c'est bon. Et c'est là, encore une fois, que les champions qui viennent du métier, qui eux-mêmes l'utilisent, eux-mêmes apportent en fait, ce service de proximité, permettent de démultiplier. Donc vraiment, l'adoption en réduisant au maximum la barrière à l'entrée, en mettant les solutions les plus simples possibles pour répondre aux besoins de tous. Cette initiative aussi de Data Champion, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on pourrait presque l'ajouter sur la partie adoption dont tu as parlé juste avant. C'est souvent ce qui remonte dans le podcast pour aller gérer cette partie adoption, encore une fois, c'est bien sûr mettre en place les solutions les plus simples, mais aussi identifier qui sont les data champions et en avoir au moins un par équipe, parce que même si la majorité n'ont pas signé, parfois tu en as un qui a quand même l'appétence. Et c'est vrai que ça, pour faire le pont après entre l'équipe data et pour montrer l'exemple, si potentiellement c'est quelqu'un, il a l'appétence, mais il vient pas de la data, et donc ça va être beaucoup plus fort pour montrer l'exemple à des profils business que des gens de la data qui vont dire: «Mais si, tu vas voir, c'est facile», alors que comme tu dis, c'est deux mondes différents, donc ça fonctionne pas. Et ça, c'est vrai que le programme Data Champions, ça marche bien. Il y avait un autre challenge dont tu voulais nous parler? Alors celui-là, il est peut-être un peu plus technique, mais on va y toucher très vite quand on veut ouvrir plus de sources en self-service. C'est la prolifération des sources et le fait qu'on est dans un monde multi-cloud. J'ai été dans des situations en entreprise où on se disait: «C'est facile, on met tout dans une data platform et comme ça tout est simple». Mais en fait, de facto, la plupart des clients que je vois, ils sont multi, cloud, via soit la prolifération des SaaS, ou même pour réduire leurs risques. Il y a des grands groupes qui font le choix d'avoir une partie de leur architecture sur du Microsoft, une partie de l'architecture sur du GCP ou du AWS pour répartir leurs risques. Et donc là,
Le fait de positionner un outil de BI qui t'oblige à tout ramener dans une seule plateforme d'abord, pour moi, c'est se créer un bottleneck. Et il vaut mieux se dire, je positionne un outil qui soit se connecte aux couches sémantiques et qui est ouvert pour se connecter sur n'importe quelle couche sémantique, soit un outil qui est capable d'aller se connecter là où la donnée est déjà gérée pour éviter de dupliquer et donc aller chercher quelque chose de très ouvert. Pour l'illustrer, on a des stats, une entreprise moyenne, un grand groupe moyen, c'est 1000 applications. Il y a quelques années, je ne donnerai pas le nom, mais j'avais passé un process de recrutement, dans une licorne française qui avait 5 ans et en 5 ans, ils étaient arrivés, via leur croissance, à 400 applications déjà. Donc c'est pas anecdotique, c'est vraiment une situation qui arrive et en fait, c'est là quelles sont les données dont on a besoin pour tirer la valeur. Et là-dessus, justement, vous, chez Tableau, c'est quelque chose sur lequel vous investissez? Enfin, comment ça se matérialise? L'idée, c'est d'avoir une brique qui va permettre de faciliter la gestion, l'exploitation de données qui sont pas centralisées à un endroit et qui sont finalement un peu, bah, ouais, éparpillées partout dans l'entreprise? Si on a un data warehouse, si on a une data platform ou des fois on a les 2, hein, bah, en fait, c'est de se connecter, directement dessus et d'avoir c'est là où on amène cette couche, sémantique en plus et c'est aussi on a, des centaines de connecteurs qui nous permettent de nous connecter virtuellement à toutes les sources. Mmh. C'est ça notre approche, c'est une approche d'ouverture plutôt que de simplifier notre vie à nous en disant: «Il faudra mettre toutes vos données à tel endroit et c'est comme ça qu'on résoudra le problème». Au contraire, nous, on est plus en mode ouvert, que vous êtes sur GCP, AWS ou Azure, on saura se connecter sur ces données. Si vous avez besoin de vous connecter sur un ancien data warehouse aussi, parce que ça existe encore, il y a encore, énormément de choses qui tournent sur ces data warehouse legacy. En fait, on peut s'y connecter soit en direct, si la source de données est déjà bien optimisée, autant lire directement dessus, soit en faisant un extract s'il y a besoin. Et il y a une question, que j'ai pas eu le temps de te poser. Enfin, on a parlé un peu de Tableau en intro, mais très rapidement, plutôt sous l'angle de pourquoi toi tu les as rejoints. Je suis curieux peut-être que tu nous rappelles l'historique de Tableau, parce qu'en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que c'est une boîte finalement qui était assez jeune, créée en 2003, donc qui avait à peine plus de 20 ans et pourtant qui est devenue, donc rapidement, leader sur le marché de l'analytics et je me disais qu'il y avait peut-être, quelques éléments intéressants que tu pourrais nous partager. Tableau a été créé en 2003, en créant le self-service finalement. Si vous vous rappelez des outils de BI qui existaient en 2003, c'était très rigide et il y avait que les IT qui pouvaient s'en sortir avec. Tableau s'est créé et a grandi comme ça, en faisant des démos à des utilisateurs métiers, alors en disant prenez vos données et en 30 minutes, ils arrivaient d'eux-mêmes à sortir leur analyse, trouver des insights et c'est ça qui a créé toute la croissance de Tableau et intimement lié avec le self-service. Deuxième étape, donc 2019, Salesforce rachète Tableau, mais laisse Tableau dans une position agnostique, pour rester, un outil de self-service ouvert sur, l'ensemble de l'écosystème. Donc on garde cet avantage et surtout, en fait, on va bénéficier et mutualiser tous les investissements en IA qui nous permettent aujourd'hui, d'avoir des solutions d'IA dans Tableau qui sont à la hauteur d'un éditeur comme Salesforce et donc de changer d'échelle sur, ces investissements. Et 2025, nouvelle page, on va sortir une nouvelle version de Tableau qui, elle, va être construite directement dans la plateforme Salesforce pour pouvoir tirer profit de ces données Salesforce en temps réel, nativement avec le data model de Salesforce, et le tout en laissant aussi l'ADN de Tableau, l'ouverture sur l'enrichissement avec les autres sources de l'entreprise. Avant de passer sur les dernières questions, je sais que tu voulais nous partager peut-être, des événements à venir? Alors, l'événement de la communauté Tableau, des fans de Tableau, alors c'est à San Diego, du 15 au 17 avril, mais c'est retransmis en live. Et en fait, ça peut donner un peu le feeling de ce qu'est Tableau et cette vibration qu'il y a autour de cette communauté, et notamment avec la compétition IronViz, qui est en gros les Jeux Olympiques de la data viz, où des stars vont te faire une super data viz en quelques minutes, en live, devant une foule en délire. Il faut le voir pour le croire. Et plus terre à terre, plus proche de chez nous, à Porte de Versailles, le 22 mai, Tableau est présent sur, le salon Agentforce avec Salesforce. Donc si vous voulez venir pour, rencontrer les équipes, voir des démos, voir les innovations, en fait, on est là en porte ouverte. Bien sûr, je mettrai, en description, les liens, s'il y en a ou des indications pour, retrouver, voir comment visionner, pour, l'événement à San Diego ou s'inscrire et venir, à l'événement, à Paris. Et puis sur une autre note, plus en lien là avec vraiment le sujet du jour sur le self-service analytics et l'expérience Tableau de manière générale, tu m'as dit aussi que vous aviez rédigé un livre blanc sur le sujet. C'est peut-être intéressant aussi qu'on en parle et qu'on le partage en description? Ouais, en fait, on reprend un peu, ces mêmes sujets, on va peut-être même un peu plus loin parce que le format écrit le permet, avec, vraiment comment est-ce qu'on veut positionner Tableau pour
aider les clients à tirer le maximum de leurs données. À l'ère de la Gen AI et avec toutes les innovations qu'on apporte, parce qu'on a plein de clients qui connaissent Tableau, clients ou pas clients, qui connaissent Tableau pour la partie data vise. Mais en fait, on voulait écrire ce livre blanc pour vraiment expliquer tout ce que Tableau peut leur apporter. Excellent, bah, ça peut permettre justement d'avoir un rappel écrit, enfin plus synthétique, peut-être plus fourni, mais plus synthétique dans le sens plus facile à consommer. Donc je mettrai bien entendu le lien également pour télécharger ce livre blanc en description. Écoute, Yann, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Très en lien avec ce sujet self-service, le livre L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre, que j'avais lu il y a quelques années. Et en fait, c'est donc le service client de Captain Train. Ils étaient dans une problématique d'hypercroissance, donc comment passer leur service client à l'échelle et en même temps faire de ce service client une machine à wow pour leurs clients. Et en fait, on peut énormément le transposer sur le service utilisateur que les équipes data fournissent à leurs équipes. Super intéressant. Bah, je partagerai également en description. Et enfin, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Bouger. Bouger, changer de contexte, passer de l'IT au business, passer d'un grand groupe à une filiale, passer des clients à l'éditeur. En fait, ça permet de voir différentes perspectives, différents angles. Et en fait, très souvent, il y a des use cases qu'on n'imagine pas quand on est dans son industrie, mais qui sont finalement très facilement transposables d'une industrie à l'autre. C'est hyper enrichissant. Peut-être avant de conclure, s'il y a des gens dans l'audience qui ont envie de brainstormer un peu self-service analytics, comment ça se passe pour te contacter? Contactez-moi sur LinkedIn. Mon profil est assez facile à trouver. C'est LinkedIn/YTA. Parfait, bah, de toute façon, je mettrai le lien également en description dans ce cas. Écoute, Yann, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast pour nous faire cette masterclass sur la mise en place d'une stratégie self-service analytics. J'en profite pour demander dans l'audience ce que vous avez pensé de cette masterclass. Mettez-nous un petit commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, Spotify, YouTube, etc. Profitez-en pour vous abonner également et venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Yann pour diffuser cet épisode. Je vous dis à bientôt. Merci Yann. Merci Robin. Petite news, je publie de plus en plus de contenu data sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous dans les commentaires ou par chat.